Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à Port-la-Forêt, chez Finistère Mervent, pour cette nouvelle rencontre de la Braise Marketing Academy. Alors, comme vous le savez, la Braise Marketing Academy, c'est un réseau qui a été créé à l'initiative de Produits en Bretagne, un réseau à destination des professionnels du marketing et de la communication, un réseau qui est dynamique et actif et que vous pouvez retrouver au travers de rencontres régionales, à raison de 4 rencontres par an, mais vous pouvez également retrouver le réseau localement, tout près de chez vous, avec des rencontres départementales qui ont lieu régulièrement dans les 4 départements bretons et en Loire-Atlantique. Et puis, par ailleurs, vous pouvez suivre notre actualité via les réseaux sociaux, sur LinkedIn, ou encore écouter nos podcasts. Et c'est l'actualité, il y en a un qui vient de sortir hier sur le social media, donc je vous invite rapidement à l'écouter. Alors, comme vous le savez, le sujet de ce jour, c'est le marketing sportif. Et si nous sommes à Port-la-Forêt ce matin, ce n'est pas un hasard, c'est qu'on a souhaité aborder ce sujet en mettant en avant le marketing sportif dans le domaine de la voile. Et pour nous en parler ce matin, nous aurons 5 intervenants. Nous aurons Antoine Séguillon, journaliste sportif et aujourd'hui en même temps enseignant de marketing du sport à l'école Amos Sport School Business à Rennes, qui nous expliquera ce qu'est le marketing sportif, quels sont ses champs d'action et ses apports pour une marque. Puis nous enchaînerons avec Tom Boustouler, qui est jeune diplômé de l'IAE de Brest. Tom qui est en même temps aujourd'hui référent logistique au pôle course à Lorient Grand Large et qui partagera avec nous des informations, des éléments de son mémoire de fin d'études sur la plus-value, la valeur perçue d'un partenariat dans la course au large. Et puis nous enchaînerons avec un échange, une table ronde avec 3 nouveaux intervenants, parmi lesquels 2 skippers qui nous font l'amitié d'être avec nous ce matin, Jean Lecam et Éric Bellion, et également Jean Lecam et Éric Bellion qui préparent actuellement d'ailleurs le prochain Vendée Globe. Et puis nous aurons avec nous Michael Le Gosselès également, qui est directeur communication du groupe Keguiner, le groupe Keguiner qui utilise le marketing sportif et la voile comme un de ses piliers dans sa stratégie de communication et sa stratégie de marque. Voilà le programme de ce matin. Avant de démarrer, je vais passer la parole à Rachel Portal-Célin, qui est directrice adjointe de Finistère Mervent. Merci de nous accueillir ce matin. Puis je vous laisse présenter Finistère Mervent, qui vous êtes et ce que vous faites. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que j'ai le plaisir d'accueillir la Braise Academy, donc toute la communauté marketing, communication de produits en Bretagne. Donc c'est vraiment un grand plaisir et ça nous donne d'ailleurs quelques réflexions à peut-être pouvoir nous inscrire nous-mêmes dans cette jolie dynamique. Alors bienvenue à Finistère Mervent. Finistère Mervent, c'est une aventure qui a démarré en mai 2017 autour du projet de Jean Lecam, du Vendée Globe. Et donc c'est un projet qui s'est matérialisé d'abord sur un actif flottant, qui est le bateau que vous avez juste derrière Coralie, et avant de venir ce bâtiment en dur, ce bâtiment totem tout en bois, fibré, qui a pour objectif finalement d'accueillir des réunions comme aujourd'hui, de créer des moments de rencontres, des tiers-lieux, des rencontres souvent improbables en vue d'accompagner le développement économique du territoire autour de ces filières nautiques au sens large, puisque effectivement né de la course au large, nous avons élargi au métier du nautisme au sens large, y compris les sports nautiques que vous voyez au travers de ces photos, et du tourisme. Donc dans ce bâtiment, vous avez 2 niveaux de bureaux qui permettent d'accueillir des entrepreneurs en résidence, entreprises soit nouvellement créées ou en phase de changement d'échelle. Et au dernier niveau, vous avez un joli point de vue à 360 de la baie de la Forêt. Je vous inviterai à une petite visite tout à l'heure. Donc cette société coopérative qui a été créée sur un modèle de SKIC, société coopérative d'intérêt collectif public-privé, et qui aujourd'hui réunit un collectif de 86 membres sociétaires, donc sur tout le Finistère, mais Finistère élargi, puisque nous avons le plaisir d'accueillir aussi des membres de l'Orient de Plumeur. Et donc vraiment tous les corps de métier, c'est-à-dire que pour faire court, ce qui nous intéresse quand ce bateau est à l'eau, c'est les 4 ans de travail que ce bateau donne à son territoire et sur tous les corps de métier qui interviennent dans la vie de ce bateau avant sa mise au l'eau et tout ce qu'il apporte comme travail aussi après à son territoire sur tout son cycle de vie. Donc beaucoup de sujets autour de la sécurité à la mer, de l'énergie. Il ne vous a pas échappé que la propulsion par le vent est aujourd'hui aussi une des solutions sur le transport maritime décarboné, sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, les matériaux et puis le numérique. Voilà. Donc bienvenue à vous, une très bonne séance de travail. J'aurai le plaisir de la partager avec vous toute la matinée. Et puis je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On va donc démarrer cette matinée. Je vais appeler Antoine de Séguillon qui va venir me rejoindre. Antoine, bonjour. Bonjour Renan, bonjour à tous. Alors, je vais te présenter Antoine rapidement parce que tu as un parcours professionnel qui est très chargé, très riche. Et du coup, pour te présenter rapidement, je vais dire que tu as 3 casquettes à ton actif. Tu as à la fois une casquette de journaliste. Tu as travaillé pendant plus de 10 ans au journal L'Équipe. Et donc, tu étais chef de la rubrique voile. Tu as également travaillé en tant que reporter et tu as réalisé des documentaires pour France 3 Ouest et notamment l'émission Littoral qu'on connaît bien en Bretagne, au Finistère. Tu as par ailleurs géré les sites internet de France 2 et France 3. Tu as comme autre casquette d'être un communicant, puisque tu as été aussi responsable communication du groupe La Poste, et puis tu as fait du conseil en communication sportive. Et puis, à la retraite, pour autant, tu as souhaité continuer à transmettre ton savoir. Et aujourd'hui, tu enseignes le marketing du sport à l'Amo Sports Business School à Rennes. Et donc, tu connais très bien le milieu du sport, tu connais très bien le milieu de la voile. Et donc, Antoine, tu vas nous expliquer aujourd'hui ce qu'est le marketing du sport, quels sont ses champs d'action et puis ses apports pour une marque. Merci Renan. Oui, effectivement, j'ai cette chance d'avoir fait de ma passion mon métier, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé ou été proche du milieu de la voile. Du sport bien sûr, mais de la voile en particulier. Et ça me fait tout drôle de me retrouver ici à Port-la-Forêt, parce que j'ai découvert Port-la-Forêt il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait rien. Il y avait la Une qui existait, le petit bistrot derrière. Et puis il y avait une petite structure qui s'appelait Finistère Course au Large, lancée par 2 hommes qui resteront des pionniers en matière de voile et d'enseignement de la course au large. Et je tiens à les nommer parce que ce sont vraiment de grands monsieur, Christian Lepape et Loïc Ponceau, qui ont travaillé pendant près de 30 ans au développement de cette activité sur le Finistère et en particulier à Port-la-Forêt. Alors voilà, rapidement, je suis enseignant à l'Amo Sport Business School. J'ai travaillé effectivement pour l'équipe où j'ai été responsable de la rubrique voile, mais pas que, puisque comme m'avait dit mon rédacteur en chef, je m'occupais de tout ce qui flotte sur l'eau salée, c'est-à-dire la voile, la planche à voile, la voile olympique, le surf. Vous voyez que des disciplines désagréables à suivre. J'ai travaillé pour France Télévisions, comme le disait Renan, et puis un jour j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis rentré à la direction de la communication nationale du groupe La Poste, avec un poste basé à Rennes. Vous voyez, j'ai quand même réussi mon coup, resté en Bretagne. Et puis j'ai travaillé, vous le voyez, pour des entreprises comme Beneteau, comme Brittany Ferry, comme conseiller en communication, et la CIL, une entreprise finistérienne bien connue. Alors, le marketing sportif. Qu'est-ce que le marketing sportif ? Je ne vais pas vous faire un cours magistral, quoique, mais pour vous rappeler quelques petites choses essentielles quand même sur cette activité. Le marketing sportif est une stratégie de marketing visant à promouvoir un événement sportif, ou un sportif, ou un club, ou un championnat, ou une enceinte sportive, dans le but d'améliorer son image et bien évidemment ses ventes. Important, il ne faut jamais oublier cet objectif. Que vous fassiez du marketing, ce qu'on appelle le mix marketing, de la publicité ou autre chose, c'est pour vendre. C'est l'objectif essentiel des entreprises. À une certaine époque, certains PDG s'offraient des bateaux, on appelait ça la danseuse du président, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Les entreprises, elles ont un objectif, c'est faire du business. Et le marketing sportif est un outil dont ils se servent pour développer ce business. Il existe bien sûr 2 types de marketing sportif. Le marketing du sport, qui concerne les organisations qui planifient, exécutent et font de la publicité d'événements sportifs. On le verra un peu plus loin, mais je pense par exemple à Roland-Garros. Roland-Garros commence. Roland-Garros fait de la communication et du marketing pour vendre son spectacle. Le Tour de France cycliste, par exemple, aussi. La Route du Rhum. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et l'autre marketing, c'est le marketing par le sport, qui nous intéresse aujourd'hui, qui consiste à utiliser le sport pour vendre ses produits ou ses services. Comme je le disais, plusieurs axes dans le marketing sportif.
le marketing du sport. Il est essentiellement utilisé par les équipementiers. Je vous en ai mis quelques-uns, mais vous les connaissez tous. Nike, Adidas, Ernest. On les voit souvent comme sur la photo, sur des panneaux d'affichage. On les voit sur les maillots des joueurs, des coureurs, des sportifs en général, pour faire la promotion de leurs produits, tout simplement auprès des pratiquants. Et puis il sert également aux organisateurs de spectacles sportifs. J'en parlais il y a une minute, pour faire la promotion de leur événement. Donc c'est le marketing du sport. Et puis vous avez le marketing par le sport. Là, il sert à une entreprise et ou une marque. Une entreprise peut avoir une marque qu'elle veut développer tout particulièrement, à développer son image et sa notoriété. Il peut être aussi utilisé pour effectuer la promotion d'un produit via un sportif. Là aussi, les exemples sont extrêmement nombreux, mais je pense par exemple à des montres qui ont utilisé des tennisman pour vendre et développer l'image de leurs produits. Alors, les champs d'action du marketing sportif. Vous avez bien sûr le sponsoring sportif. On y reviendra un peu plus longuement par la suite. Le sponsoring d'un événement sportif, par exemple la Guadeloupe se sert de la route du Rhum pour faire la promotion de sa destination, d'un club, je pense dans la région à Jean Floch, qui existe sur les maillots du FC Lorient et qui est une marque, qui est un nom, qui est un entrepreneur mais qui est également une marque, ou d'un bateau. Bon, ça je vous donne pas d'exemple, j'en ai mis un rapidement, SRV, l'article avec François Gabard, mais il suffit de regarder au mur de cette belle salle pour voir tous les noms qui s'y trouvent. Deuxième axe, c'est le naming. Alors c'est quelque chose qui se développe, c'est donner son nom à un événement sportif. Par exemple l'Open Blo, qui est un promoteur immobilier de Rennes, c'est le sponsor du tournoi de tennis de Rennes, ou d'un stade, l'Orange Vélodrome à Marseille, que tout le monde connaît. Autre axe du marketing sportif, les relations publiques, ce qu'on appelle également les hospitalités. Alors soit pour faire du B2B, je ne vous traduis pas, business to business, ou du B2C, c'est-à-dire avoir des invités avec lesquels vous faites la promotion de votre marque, de votre entreprise, dans un cadre agréable souvent, dans un cadre festif et dans un cadre sportif. Soit vous invitez des gens à un départ de course, par exemple, soit vous les invitez dans une loge pour voir un match de football ou un match de tennis. Et puis enfin, les expériences clients, et ça se développe de plus en plus avec une pratique avec ou auprès d'un sportif. Et notamment dès que vous avez un gros support comme des voitures, par exemple, dans le milieu automobile, ou la voile. C'est très très développé dans la voile. Vous invitez des clients ou des gens de votre entreprise à faire un tour en bateau avec le skipper sur son bateau. Et en général, ça reste des expériences inoubliables pour les gens qui le pratiquent. Donc vous voyez, 4 axes d'action du marketing sportif. Alors justement, on vient de le voir, dans les champs d'action du marketing sportif, il y a le sponsoring. En quoi finalement le sponsoring est un élément central du marketing du sport ? Tout à fait. Le marketing sportif, on l'a vu, peut se décliner de plein de façons, mais son principal développement aujourd'hui, c'est le sponsoring. C'est-à-dire avoir une relation, mettre en place une relation entre une entreprise et un sportif ou un club, afin de développer son image et sa notoriété essentiellement. Alors on va faire, qu'est-ce que le marketing sportif ? On va prendre les choses basiquement. Le sponsoring sportif est une technique de communication qui vise à persuader les publics assistants à un événement sportif d'un lien existant entre cette entité sportive et l'entreprise communicante afin d'en faire connaître ses marques et ses produits. C'est la définition officielle, une des définitions officielles du sponsoring sportif. Ça a le mérite d'être particulièrement clair. Comme je vous le disais, le sponsoring sportif fait partie du mix marketing de l'entreprise. Je connais peu d'entreprises qui ne font que du sponsoring sportif. Très souvent, ça rentre dans une stratégie globale de communication et de marketing. Le sponsoring sportif diffuse des images qui marquent les esprits. On est dans le sport. Et le sport produit quelque chose qui retient l'attention, c'est l'émotion. Si vous n'avez pas d'émotion dans un sport, si votre sport est un sport ennuyeux, alors j'ose pas dire qu'il y a des sports ennuyeux, parce que là je vais me faire traiter de tous les noms par les adeptes et les pratiquants de ce sport. Mais voilà, ça laisse des images marquantes et ça crée de l'émotion. Le sponsoring sportif,
enfin doit être géré comme un outil de communication. C'est pareil, le sponsoring sportif, il ne s'agit pas de coller votre nom sur une coque de bateau et de laisser le bateau partir. Il faut travailler. Il faut donc confier cette mission à des professionnels de la communication, que ce soit en interne, si vous en avez les moyens, ou en externe. C'est extrêmement important de ne pas laisser les choses comme ça filer simplement au fil de l'eau. En revanche, qu'est-ce que n'est pas le sponsoring sportif ? Parce que parfois, les entreprises, ou en tout cas certains chefs d'entreprise, ont tendance à mélanger les genres. Alors déjà, le sponsoring sportif, c'est pas de la publicité. Hein, comme je le mets, la publicité, c'est de la communication destinée directement à vendre un produit. Hein, que ce soit de l'affichage, de la télévision, de la radio. On met en avant d'abord le produit. La publicité n'est pas destinée à provoquer de l'émotion, même si aujourd'hui, dans le monde de la publicité, on s'aperçoit, notamment pour des grandes marques de parfums ou automobiles, on essaye de jouer sur les valeurs de l'émotion. N'empêche que tout ça, c'est que de l'emballage pour vendre du produit. Enfin, la publicité n'a pas besoin de s'appuyer sur des valeurs sportives qui, justement, permettent, au-delà de l'émotion, de partager des choses entre l'entreprise et le public, donc les fans de l'entité sportive. Donc, important, ce n'est pas de la publicité, et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et puis deuxièmement, et ça c'est aussi important, le sponsoring, ce n'est pas du mécénat. C'est-à-dire que vous ne donnez pas de l'argent à quelqu'un en disant bye bye. Le mécénat est essentiellement institutionnel. Le mécénat est par nature désintéressé, donc vous n'attendez peu ou pas de retour, si ce n'est un retour d'image. Et enfin, le mécénat et le sponsoring, et ça c'est juste fondamental, ce n'est pas la même fiscalité. Hein, je ne vais pas rentrer dans ces problèmes de fiscalité, mais quand vous faites du sponsoring, vous avez une fiscalité particulière. Il y a eu des très mauvais exemples. Moi, je me souviens de redressements fiscaux auxquels ont eu droit certains très grands navigateurs. Je vais au moins vous en citer un, c'est Philippe Poupon. Philippe Poupon était sponsorisé par Fleury Michon. Pour construire un bateau, Fleury Michon a donné 4 millions de francs à l'époque à Philippe Poupon. Eh ben, le fisc a considéré que 4 millions de francs, c'était un revenu. Et donc, ils ont voulu imposer Philippe Poupon. Eh ben, je peux vous jurer que ça n'a pas été simple de prouver au fisc que ce n'était pas un revenu. Parce que le fisc a dit, on vous donne de l'argent, bah, vous en faites ce que vous voulez faire un bateau, vous faites un bateau. Mais personne ne vous y oblige à faire un bateau. Il n'y avait pas de contrat à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, vous voyez, on était dans une époque un peu d'amateur qui aujourd'hui, heureusement, a tendance à disparaître. Et puis, dernière chose, j'ai mis une règle d'or. Quand vous faites du sponsoring, vous mettez 1 euro dans votre opération de sponsoring, donc vous donnez par exemple 1 euro à un navigateur, ben, il faut également utiliser 1 euro pour le faire savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un que vous allez communiquer. C'est pour ça que je vous dis que le sponsoring sportif, c'est à la fois du marketing et de la communication. Il faut impérativement faire le savoir. Et quand on peut, on essaie d'équilibrer les comptes avec cette fameuse règle, 1 euro pour le faire, 1 euro pour le faire savoir. Alors on va parler un petit peu de voile. Oui, je terminerai en disant, il y avait un magnifique rond vert à gauche qui a disparu. La logique d'échange du sponsoring sportif. Donc vous voyez, vous avez entité sportive à droite et vous aviez entreprise sur le rond vert à gauche. Donc l'entreprise apporte un soutien financier, matériel ou savoir-faire. Ce n'est pas forcément de l'argent numéraire. Hein. Vous pouvez apporter du savoir-faire. Il y a les entreprises de haute technologie qui financent la construction de bateaux parce que ça les intéresse d'investir dans ce domaine. Pardon, je ne suis pas magicien, mais je pense que si tu appuies sur le bouton, le rond vert va arriver. Voilà. Oh là là, la technique. Oh, vous voyez, je suis un trop ancien, je ne maîtrise pas tout. Donc voilà, c'était bien le sponsor. Et en échange de soutien financier, matériel ou de savoir-faire, l'entité sportive apporte au sponsor image, notoriété, promotion. Ça, c'est la règle de base du sponsoring sportif, à ne jamais oublier. Voilà, alors, petit retour en arrière. D'où vient le sponsoring sportif ? C'est assez amusant. C'est à la fois très ancien et assez récent. Les jeux du cirque, à l'époque romaine, étaient sponsorisés. Les équipes de gladiateurs, ils débarquaient pas comme ça, comme dans Astérix, je sais pas où, mais ils débarquaient pas comme ça dans l'arène. Les équipes de gladiateurs étaient sponsorisées par des riches romains qui les mettaient, qui les faisaient s'amuser, entre guillemets, au sein des jeux du cirque, devant un public de fans. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui étaient des fans de gladiateurs. Donc vous voyez, le sponsoring, l'image de marque, la notoriété, ça remonte à quelques milliers d'années.
Première opération de sponsoring en 1861. Oui, c'est pas que si vieux que ça, c'est à peine 100 ans. Hein. C'est une firme britannique de restauration qui s'appelle Spear and Pound, qui a sponsorisé la première tournée de cricket, sport que nous ne connaissons pas en France, en Australie. Puis dans les années 60, les cigarettiers, toujours à l'affût d'un mauvais coup, ont sauté sur le sponsoring. On a tous vu comme sur la photo, les Formule 1 siglés Marlboro, des bateaux gauloises, des bateaux Rothman. Rothman également investi ils avaient des moyens gigantesques parce que leur marché à l'époque était gigantesque. Et donc ils ont beaucoup investi dans le sponsoring sportif. Et ils ont été suivis dans les années 70 par les marques d'alcool. Qu'on connaît en France, Ricard, Critère, Whitbread. Vous connaissez le nom de la Whitbread, c'était le premier nom de la course autour du monde en équipage. C'est une marque de bière, la Whitbread, qui a été rachetée par Heineken. Et puis ensuite par les établissements financiers. Vous voyez, un certain nombre de grosses entreprises ont trouvé intéressant de s'intéresser au milieu du sport pour y coller leur image. Mais il faut attendre dans les années 70 et 80 pour voir apparaître la notion de sponsor officiel. Dans la voile, un peu d'histoire. Alors là, c'est vraiment, on est dans l'histoire de la voile sportive. Hein. C'est juste un petit rappel, mais je trouve ça tellement sympa, cette histoire. Premières régates officielles sont apparues en Irlande, en 1760. Vous voyez, ça commence à être vieux, mine de rien, au XVIIIe siècle. Ensuite, au XIXe siècle, les compétitions se sont essentiellement déroulées au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans les milieux anglo-saxons. La voile en France est arrivée bien plus tard. Alors je vais peut-être faire une erreur dans la date, mais le premier club de voile en France, c'est le club du Havre, le club des régates du Havre, 1862-1863. Entre parenthèses, premier club de voile avant le premier club de football en France. 1851, tout le monde connaît l'histoire, la Coupe des Sanguinés autour de l'île de Wight, qui deviendra la Coupe de l'América, puisque c'est le bateau qui gagne, et ensuite ils mettront en place la structure et les règlements de la Coupe de l'América. En 1900, la voile devient sport olympique. Ça aussi, c'est important, parce que la voile est toujours au programme olympique. Cette année, malheureusement, malgré le lobbying des Bretons, la voile olympique aura lieu à Marseille. La première transatlantique en solitaire, 1960. Je rappelle juste que c'est pas Tabarly qui l'a gagnée, celle-là. Tabarly a gagné la deuxième édition de la Transat anglaise en solitaire en 1964. Pas la première. La première a été gagnée par Sir Francis Chichester, également un très grand nom de la voile mondiale. Première course en solitaire autour du monde, 1968, le Golden Globe. La solitaire du Figaro apparaît en 1970. Vous voyez, tout ça est très récent finalement. Et le Vendée Globe, 1989, c'est encore plus récent. Le Vendée Globe a à peine 30 ans, quoi. Et en équipage, la Whitbread est un peu plus ancienne, ce qu'on appelle l'Ocean Race aujourd'hui, date de 1973. Alors, la voile sportive est en fait très peu sponsorisée à ses débuts. Pourquoi ? Pour une raison très très simple. C'est que ce sont des propriétaires qui font courir les bateaux. Ce ne sont pas ni des marques, ni des entreprises. Ce sont des propriétaires privés. Le premier vainqueur de la Whitbread s'appelait Sayula II. Il appartenait à un milliardaire mexicain, Ramon Carlin. Le deuxième vainqueur de la Whitbread appartenait au fameux chef d'orchestre Herbert von Karajan. Son bateau s'appelait Flyer. C'est ce bateau qu'on voit sur la photo. Les bateaux d'Éric Tabarly se sont longtemps appelés des Pendwick et on les a, pour la plupart, rebaptisés Pendwick aujourd'hui. Mais en 81, Pendwick 6 a porté le nom d'Euromarché dans une des Whitbread. Et c'est pareil, il a ensuite cherché quelques sponsors. Il a eu un trimaran qui s'est appelé Paul Ricard, qui deviendra Côte d'Or, et ainsi de suite. De nos jours, tous les bateaux ont des noms de marques ou d'associations. Oui, parce qu'on vous parle des marques et de leurs produits, mais également le milieu associatif. Et j'ai vu qu'il y avait une très belle photo de Initiative Cœur, qui est également une autre façon de faire du sponsoring, qui est une association chirurgie cardiaque, qui aide des enfants à se faire opérer et qui est soutenue par des entreprises. Donc les entreprises donnent de l'argent à l'association qui elle-même possède un bateau de course qui court avec Samantha Davis. Voilà, donc vous avez plein de façons de vous organiser. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bateau sans nom. C'est rarissime, rarissime. Et même ça surprend parfois, si vous avez des bateaux sans nom. Alors quel type de sponsoring sportif au travers de la voile ? Alors je vous ai donné quelques exemples qui ont marqué l'histoire.
On parle de sponsoring de visibilité ou de puissance, destiné à développer la notoriété d'une marque. Le bon exemple, c'est Primagaz. Dans les années 1990, personne ne savait ce que c'était Primagaz. Mais vraiment personne. Je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, mais ils vendent des petites bouteilles de gaz à titre individuel. Ils font partie du monde pétrolier. Primagaz, c'est une très grosse entreprise au niveau mondial. Personne ne savait ce que c'était. Donc ils ont décidé de sponsoriser un voilier, ils ont eu de la chance. Ils ont sponsorisé une fois Laurent Bourgnon, et qui a gagné la Route du Rhum sous ses couleurs, et bien d'autres courses. Vous avez également le sponsoring d'images qui vise à enrichir une identité de marque et à la renforcer. C'est-à-dire que vous avez des marques qui sont déjà connues. Je prends l'exemple de Banque Populaire, mais d'autres marques sont aussi très connues. Et Banque Populaire s'est pas contentée de mettre son nom sur un bateau. Banque Populaire est également le sponsor de la Fédération française de voile, donc finance les écoles de voile, et finance l'association des Pendoués, qui est une association de bateaux du patrimoine. Donc vous voyez, là aussi, faire du marketing sportif, c'est pas simplement coller son nom sur la coque d'un bateau, ça peut recouvrir plein d'actions. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le sponsoring relationnel ou hospitalité sportive, qui s'appuie sur des relations publiques, internes ou externes, parce que ça aussi c'est important. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il faut associer ses salariés aux actions de marketing sportif que vous entreprenez. D'abord, ils sont très contents d'aller voir un départ de course ou d'aller assister à un match de football. Mais en plus, ils en tirent une fierté interne qui renforce les équipes et qui a vraiment un vrai impact sur l'interne dans l'entreprise, sur l'état d'esprit interne. Et puis sur l'externe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vos clients, vos prestataires, vos partenaires. Et là, eux aussi développent toute une relation amicale. Moi, je me souviens d'un exemple. Je vous dis, j'ai travaillé pour la CIL. La CIL emmenait des gens à l'arrivée de Lorient-Saint-Barth. Et comme m'avait expliqué Gilles Fallin, le patron de la CIL, une fois que tu as balancé le patron d'une grande laiterie de Lactalis dans une piscine à Saint-Barth, pour travailler avec lui, c'est beaucoup plus facile. Alors justement, et maintenant et demain, voilà. Justement, on a vu que ça, depuis finalement l'origine, ça n'a cessé d'évoluer. Le marketing dans le sport, à travers le sponsoring notamment, qu'un élément central. Mais demain, vers quoi peut évoluer ce marketing du sport et vers quoi peuvent tendre les entreprises qui n'ont pas forcément envie d'aller vers la voile ou du sport traditionnel comme on l'entend? Alors, cette nouvelle façon de faire du sponsoring est complètement liée à une révolution que vous connaissez tous, qui est la révolution Internet. Les années 90. Depuis les années 90, Internet s'est développé et surtout les puissances d'Internet se sont développées. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour France Télévisions à la fin des années 90. J'ai monté le site de Thalassa, de l'émission Thalassa, Internet. Et à l'époque, l'algorithme, je le faisais à la main. C'est-à-dire que j'avais conçu un moteur de recherche et je le remplissais à la main. Je mettais des adresses URL et puis j'ai créé ça pendant 2 ans, 3 ans. On a travaillé sur le projet. Aujourd'hui, les algorithmes vous permettent de vous faire ça instantanément. Donc, cette puissance de calcul d'Internet qui ne cesse de développer et l'arrivée de l'intelligence artificielle va encore renforcer cette façon de voir les choses, permet de développer le marketing sportif en mettant la marque non plus comme centrale, mais en favorisant l'expérience. Je vous ai mis des exemples que vous connaissez, Virtual Regatta, un succès incroyable. Qui aurait pensé que des dizaines de milliers de personnes iraient faire des grandes courses de voile en virtuel et en se levant au milieu de la nuit pour se mettre derrière leur ordinateur, pour aller regarder et essayer de battre le petit copain qui ne connaît pas, puisque c'est du virtuel et c'est sur Internet. Mais Internet, c'est aussi la diffusion d'événements sportifs sur des... Alors là, on a mis un téléphone portable, mais ça peut être sur des tablettes. Moi, j'ai vu des départs de course qui ne sont pas forcément diffusés. Je regarde d'un œil, je pose ma tablette sur mon bureau et je regarde le départ de course en direct via Internet. Et enfin, ce qu'on voit de plus en plus, même si c'est très particulier et que moi, ça me surprend quand même bigrement, ce sont les grandes compétitions d'e-sport. Il y a eu ce week-end une énorme compétition d'e-sport à la Arena de Paris. 12 000 personnes. C'est-à-dire que vous avez 12 000 personnes dans des gradins qui regardent des gens jouer à un jeu vidéo sur un ordinateur. Moi, c'est un concept que j'ai du mal à accepter. N'empêche que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et pourquoi pas? Et effectivement, les premiers sponsors commencent à s'intéresser à ce genre
à ce genre d'événement. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça crée de l'émotion. Vous avez des fans, vous pouvez soutenir des équipes. Tous les codes du sponsoring sportif sont en place pour développer et pour investir dans ce genre d'activité. Bon, on est très loin de la voile, je suis bien d'accord. Enfin, de la vraie voile. Voilà, je terminerai... je respecte parfaitement le timing. Les avantages du marketing sportif, rapidement, augmentation de la notoriété de l'entreprise ou de la marque, donc une meilleure image de la marque ou des marques que vous voulez mettre en avant, ciblage précis d'une clientèle cible, ça c'est important aussi, vous pouvez vous adresser à un public extrêmement précis, c'est soit le public qui s'intéresse à la voile, soit un public qui s'intéresse à des événements. Je prends l'exemple de la Route du Rhum. La Route du Rhum est un événement à plusieurs étages en termes de marketing. Vous avez effectivement les passionnés de voile qui regardent tous la course, qui vont voir les bateaux, mais vous avez aussi à Saint-Malo, il y a eu près de 2 millions de personnes à venir sur les quais de Saint-Malo. Mais quand vous êtes une entreprise, une marque, vous avez peut-être quelque part intérêt à investir dans un stand dans le village, parce que vous allez avoir 2 millions de personnes qui vont passer devant ce stand. Et ça aussi, c'est intéressant dans le cadre du développement. Vous vous servez d'une opération sportive pour faire du marketing. Opportunité des médias sociaux et des relations publiques. Je vous apprendrai rien sur le développement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde y est. On développe même, j'ai encore vu récemment des images de l'Ocean Race sur LinkedIn ou sur Facebook, je ne me souviens plus. Enfin, vous voyez, c'est un outil de communication primordial, les réseaux sociaux, par rapport aux réseaux traditionnels. Et puis, ne jamais oublier, la finalité de tout ça, c'est pour augmenter les ventes de l'entreprise. Je vous remercie. Merci Antoine, merci beaucoup, c'était intéressant. Je suis persuadé que ton intervention a suscité des questions, ou suscitera des questions. Oui, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a quelques minutes. C'est le moment des questions. Non, tout était parfaitement clair. Coralie, je t'écoute. Coralie. Alors, ça s'appelle la communication de crise. C'est un des chapitres de mon cours. Non, c'est une excellente question et l'actualité récente, notamment dans le domaine de la voile, a montré que malheureusement, la crise, quand elle arrive, ou le bad buzz en anglais, mais ça s'appelle la crise, c'est la chose qui est imprévisible. Vous ne pouvez pas prévoir une crise. N'empêche que vous pouvez l'anticiper. Vous pouvez vous y préparer. C'est-à-dire que quand vous faites du sponsoring sportif, notamment, on parle du milieu de la voile, mais quand pensez à l'histoire Benzema-Valbuena, j'y connais rien à cette histoire, mais on en a parlé sur toutes les antennes. Pensez à l'histoire d'un club ou d'un sportif qui se blesse. Pensez à une affaire de dopage, tiens, à l'affaire Festina. Tout le monde connaît la marque Festina aujourd'hui. Grâce à quoi ? Grâce à une opération de dopage. C'est juste incroyable, mais c'est la réalité. À tel point que Festina est revenu à la demande du Tour de France cycliste comme partenaire du Tour de France cycliste, alors que son équipe, l'équipe qu'il sponsorisait. Donc ça, c'est des crises. Donc c'est pas prévisible. En revanche, vous pouvez vous y préparer. Et ça, c'est fondamental. Préparer, ça veut dire quoi ? Les imaginer. Vous réunissez des gens pour faire un benchmark, une réunion, et vous dites, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver à notre produit, à notre marin, il va faire ci, il va faire ça, il va pas faire ci, il va faire ça. Bon, ok, s'il fait ci, qu'est-ce qu'on fait ? Prévoir donc la manière dont vous allez réagir à l'avance. Il ne faut jamais réagir à chaud dans une crise. Jamais. C'est en général là qu'on fait des bêtises. On pense bien faire et 9 fois sur 10, on se plante. Évitez de mettre tout de suite en avant les principaux responsables de l'entreprise. Vous avez des échelons intermédiaires, vous avez des team managers, vous avez, dans le cadre du sport, vous avez des directeurs de communication. Ils sont là aussi pour communiquer. Ce n'est pas que le grand patron qui doit communiquer. Même si à la fin, c'est lui qui va taper le poing sur la table et dire « bon, ça suffit ». Si ça continue à déraper. On l'a vu, je vous dis récemment dans l'affaire Banque Populaire. C'est le PDG de la Banque Populaire à Paris qui a tapé le poing sur la table et qui a dit stop, on vend notre bateau, point barre. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc voilà. Voilà ce qu'on fait quand on la prépare, la crise. Et puis on met en place une cellule de crise.
C'est-à-dire qu'à la limite, on prépare un classeur. Quand j'étais à la Poste, au groupe La Poste, on travaillait sur la communication de crise, parce que croyez-moi, des crises, on en avait. Eh ben, on avait des classeurs. Et quand il y avait une crise, même un 31 décembre, ou une prise d'otage, une attaque de bureau de poste, un incendie dans un centre courrier, eh ben, on ouvrait le classeur. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les numéros de téléphone importants? On fait une réunion avec qui? Voilà. Une crise, ça se prépare. Ça ne se prévoit pas, parce que malheureusement, il faut tous croiser les doigts pour que vous n'ayez jamais de crise dans vos métiers. Mais n'empêche que quand vous l'avez préparé, c'est quand même plus simple à gérer. Même si à un moment donné, effectivement, on part en fonction de ce qui se passe. On réagit en fonction des événements. Et puis il y a des professionnels. Il ne faut jamais avoir peur, pour ceux qui travaillent dans les entreprises, de faire appel à des professionnels de la communication de crise. Eux, ils sont habitués à ça. Les hommes politiques connaissent ça par cœur. Dès qu'il y a un drame, une crise, Cahuzac, DSK, ils ont fait appel à des professionnels de la communication de crise pour essayer, entre guillemets, de s'en sortir. Voilà ce que je peux dire sur cette histoire de bad buzz. Oui, une autre question. Hein. Alors moi, ma question, c'est quand même destiné à des grosses structures. Le marketing, le sponsoring à la voile, comment est-ce qu'on peut l'intégrer pour des plus petites entreprises ou... Eh bien, écoutez, ça tombe très bien. Mon petit camarade Tom, qui va me succéder, va vous expliquer que c'est pas aussi vrai que ça. D'accord. Effectivement, le budget de Banque Populaire, c'est 15 millions d'euros pour construire un bateau et 3 millions ou 2 à 3 millions par an. Mais vous avez aussi des PME. Et aujourd'hui, croyez-moi, dans le sport français, parce qu'on parle de voile, mais d'une façon générale, 80% des sponsors du sport français sont des petites et moyennes entreprises, des PME. Vous pouvez faire du sponsoring à 30 000, 50 000, 100 000 euros. Alors je ne dis pas que c'est rien, attention, 100 000 euros, pour certaines boîtes, ça peut être énorme. Mais dans le contexte global des entreprises françaises, c'est des tout petits budgets. Donc non, le sponsoring sportif n'est pas réservé. Je prends encore un exemple que j'ai vu ce week-end. Je ne sais pas si vous avez regardé la finale de rugby du championnat d'Europe de rugby. La Rochelle. Est-ce que vous avez regardé les maillots de La Rochelle? Il n'y a que les petits sponsors qu'on ne connaît pas sur ce maillot. Alors s'il y avait Bigard, en gros, tout le monde connaît Bigard. C'est une entreprise agroalimentaire qui est basée à Quimperlé. C'est leur sponsor principal, mais vous avez plein de petites structures. Donc vous pouvez faire du sponsoring sportif sans forcément vous payer un multicoque de 32 mètres, sans vous payer une équipe de championnat de Ligue 1. Vous pouvez. Ce qui est important, c'est que ce que vous choisissez soit en adéquation avec ce que vous voulez faire. La notoriété, la marque, pourquoi vous faire connaître, à quoi ça sert, quelle est votre cible. Là aussi, on ne met pas parce qu'on aime, on met parce que c'est un outil performant en général, et on sait que c'est performant. Parce que sinon, il y a plein de gens qui n'en feraient pas, et il n'y aurait pas autant d'entreprises dans le monde du sport. Et là, je parle du sport en général, pas que de la voile. Mais vous verrez, Tom va en parler. Aujourd'hui, il y a plus de 200 projets dans la voile française. 200 projets. Quand j'ai commencé, il y en avait une trentaine de projets financés. On a plus de 200 aujourd'hui. Donc vous trouverez toujours un moyen de faire quelque chose et de vous investir avec un sportif qui vous le rendra, qui viendra parler devant vos équipes, qui viendra faire des opérations pour vos clients. Vous voyez, il faut vous mettre en adéquation. Il ne faut pas dire que ce n'est pas pour nous. Il faut vous mettre en adéquation. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question rapide? S'il y a une autre question. Tout est bien clair? Vous allez tous faire du sponsoring sportif lundi matin? Non, lundi c'est férié. Mardi matin? C'est férié. On peut quand même investir et préparer déjà. Hein. Non, mais bien sûr, il y a plein de gens qui travaillent le week-end. Les entreprises adorent ça. Il n'y a pas de réunion, on est tranquille. Bon, écoute, Antoine, merci beaucoup. Merci de votre attention, et puis j'espère que ça vous ouvrira des perspectives.